Donc, à travers cette présentation, nous allons vous montrer le repositionnement de l'entreprise Disney dans le marché du streaming via l'application Disney+. Cette plateforme est accessible depuis le 12 novembre 2019 sur le marché américain et continue de se développer avec par exemple une diffusion depuis le 7 avril 2020 sur le marché français. Il s'agit d'une plateforme de vidéo à la demande par abonnement, SVOD, réunissant les contenus des licences acquises par Disney comme Pixar, Marvel, Star Wars ou encore National Geographic ou encore la Fox, ainsi que du contenu original. Le service fonctionne donc sur le même principe que Netflix, Amazon Prime ou encore Canal+ Série. Les abonnés paient une somme fixe par mois pour avoir accès à un catalogue de contenus vidéo en streaming accessible de manière illimitée. Le lancement de Disney+ est un cas d'étude intéressant car c'est la première fois qu'un géant du monde du divertissement se lance dans cette bataille du monde de la vidéo à la demande sur abonnement. Comment expliquer la décision de l'entreprise Disney de vouloir soudainement s'implanter sur ce marché et cela va-t-il l'impacter? Notre problématique est donc la suivante. Dans quelle mesure la sortie de la plateforme Disney+ répond-elle à la stratégie d'expansion et de renouveau de la marque afin de conquérir le marché du streaming? Nous allons d'abord vous montrer la position de l'entreprise avant ce repositionnement ainsi que les raisons qui l'ont poussé à opérer ce changement. Dans un second temps, nous allons vous présenter les différents points de la stratégie de Disney afin de satisfaire et attirer cette nouvelle clientèle. Enfin, nous verrons si cette stratégie s'avère payante et comment à l'avenir le marché du streaming entier pourrait être altéré par le lancement de cette plateforme. Dans cette première partie, nous allons traiter du plan suivant, à savoir avant le repositionnement pour séduire la clientèle du streaming. Premièrement, pour l'analyse de l'offre, voici une infographie qui fait le tour d'horizon du développement du marché de la vidéo à la demande par abonnement dans le monde. Le marché américain est actuellement de très loin le plus mature avec un chiffre d'affaires estimé à plus de 10 milliards d'euros en 2019 et est un revenu moyen par utilisateur ARPU de plus de 80 euros, selon les données du Statista Digital Market Outlook. Le marché mondial du streaming vidéo possède un très gros potentiel de croissance, en particulier sur le marché asiatique. Le marché du streaming, dominé par Netflix et ses 140 millions d'abonnés, est le passage désormais incontournable pour les groupes de médias et technologiques. Amazon est aussi présent via Prime Video, mais Apple vient d'annoncer sa propre plateforme Apple TV+ prévue pour cette année, mais sans donner de date ni de prix. Avec l'explosion du marché français des services vidéo à la demande SVOD et de la domination de Netflix avec ses nombreux contenus originaux, nombreux sont les acteurs qui essayent de se frayer une place pour grignoter des parts de marché. En ce qui concerne l'analyse de la demande, ces 15 dernières années, nous avons vu apparaître diverses plateformes de streaming de tout type. Il semble maintenant que les consommateurs, notamment de France, fréquentent toujours autant les salles de cinéma mais consomment de plus en plus le streaming vidéo à la demande et aussi les contenus sur YouTube qui se sont généralisés autour des années 2010. En France, où les services Netflix existent depuis un peu plus d'un an au moment où l'article est sorti, à savoir septembre 2014, le marché de la vidéo par abonnement SVOD ou streaming est en hausse constante et l'on prévoit des chiffres allant jusqu'à 170 millions d'euros d'ici la fin de l'année. En nombre d'utilisateurs, Netflix compte pas loin de 900 000 abonnés dans l'Hexagone. Même si ces chiffres restent difficiles à vérifier, Netflix voudrait garder secret le véritable nombre d'abonnés. Dans ce second point, nous allons voir une analyse position de Disney sur le marché général. Nous allons voir où se situe Disney dans ce marché et dire qu'il a déjà conquis une bonne partie des secteurs. Disney est le grand Manitou du divertissement. Il est un acteur majeur du cinéma mondial où il est implanté depuis longtemps, mais aussi dans le domaine des chaînes de télévision avec Disney Channel, Disney+, et Disney Junior qui ont pour cible les enfants et les préadolescents à titre d'exemple. On peut aussi dire qu'il a su se faire une place de marché dans les parcs à thème et d'attractions, donc dans le domaine de l'amusement, avec les produits dérivés qui vont avec, notamment avec la boutique Disney Store. Le but est encore et toujours d'élargir sa cible pour être grand public. Disney a su marquer bon nombre de domaines de marché depuis 1923 jusqu'à aujourd'hui et ainsi marquer notre enfance, donc tous les esprits. Le groupe semble immortel et pérenne après toutes ces années. On peut appeler cela une success story avec la maîtrise d'une stratégie marketing axée sur la synergie et la créativité. Cette nécessité d'organiser par catégorie de produits et de les inscrire dans une cible d'âge bien précise, Disney ne l'a adopté qu'à partir de 1999. 2000 est une année charnière puisqu'elle décide de ne plus
être fournisseur passif de licences, mais de devenir un vrai groupe de biens de consommation. Depuis, la société se divise en quatre grands pôles d'activité. Les studios, représentant en 2006 22% du chiffre d'affaires, le pôle média 43%, le pôle produits dérivés 6% et le pôle de parcs et hôtels 29%. Avant d'entamer cette nouvelle stratégie et de se lancer sur le marché avec Disney+, l'ancienne stratégie de Disney était de revendre ses productions. En effet, au début du streaming, etc., Disney n'était pas du tout attiré par ce secteur, en tout cas, il n'était pas prêt à lui accorder autant d'importance. C'est pourquoi l'entreprise a passé des accords de licence avec d'autres chaînes et services qui diffusaient le contenu de Disney pour eux, comme Canal+ en France ou encore la plateforme Netflix, duquel Disney était très content au début d'empocher les droits de licence. Les dirigeants de l'entreprise avaient même renommé Netflix leur dealer d'héroïne, car ils revendaient ce que Disney produisait pour au final lui donner une partie du profit. Mais alors pourquoi Disney a décidé de changer de stratégie? Comme nous l'avons vu dans l'analyse de la demande, depuis l'arrivée de Netflix en 2007, la plateforme s'est petit à petit implantée dans notre quotidien et a initié une nouvelle façon de consommer des films et des séries en regroupant une quantité très importante de contenu en l'échange d'un abonnement mensuel. Ainsi, le marché du streaming, dominé par Netflix et ses 140 millions d'abonnés, est le passage désormais incontournable pour les groupes de médias et technologiques. Partout, à Hollywood, les studios de cinéma se repensent. Des entreprises centenaires se précipitent dans le secteur de la diffusion en streaming car elles sont convaincues que l'avenir du divertissement exigera d'elles qu'elles diffusent leur programmation directement à domicile. Ainsi, en 2017, durant une réunion annonçant les résultats trimestriels montrant combien la concurrence s'était durcie pour les activités télé des groupes de médias intégrés, Bob Iger, le patron de Disney, a décidé d'annoncer un tournant stratégique extrêmement important. Dans le divertissement et le sport, l'entreprise a donc décidé d'adopter une nouvelle stratégie, un nouveau modèle de distribution, l'accès direct aux consommateurs via des offres en streaming. Walt Disney s'est donc hissé au sommet d'Hollywood grâce à sa capacité à remplir des salles de cinéma et des parcs d'attractions. Désormais, le géant est en train de parier que pour rester en haut de l'affiche, il doit venir jusqu'à nous en diffusant des programmes de divertissement en streaming directement sur les téléviseurs et les téléphones. C'est pourquoi la plateforme a dépensé plus de 15 milliards de dollars à ses débuts pour mettre en place son service de vidéo à la demande. De plus, les chaînes câblées les plus connues de Disney ont perdu des abonnés tandis que les services de streaming tels que Netflix ou Hulu se sont rapidement développés. Néanmoins, l'offre est forte, et si Disney projette d'avoir entre 60 et 90 millions d'abonnés d'ici 2024, en 2019, Netflix disposait de 158 millions d'abonnés dans le monde, ayant profité du statut de leader pendant des années. C'est pourquoi Disney a dû développer une stratégie de repositionnement afin d'intégrer ce marché. Nous allons donc à présent voir la stratégie et les changements que Disney ont effectués pour se lancer dans le marché du streaming. L'entreprise exige de nouvelles compétences qui impliquent un bouleversement culturel majeur. Disney doit se transformer en passant d'une société dans laquelle chaque film et chaque tour de parc à thème est produit à la perfection à une société de technologie capable de se déplacer avec agilité dans un espace hyper compétitif. Un changement culturel est donc nécessaire si Disney veut devenir un acteur majeur sur le marché du streaming. Dans le passé, John Lasseter, alors directeur de la création de l'unité d'animation Pixar de Disney, retardait la sortie d'un film jusqu'à ce qu'il soit convaincu que c'était le meilleur qu'il pouvait proposer. Les parcs d'attractions Disney sont également obsédés par le souci du détail. Ainsi, cette nouvelle stratégie et ce renouveau culturel reposent sur différents points. Dans ce point, nous allons parler des rachats des licences en 2018 et 2019 permettant de proposer un catalogue de films et de séries à succès de façon exclusive. La plateforme a voulu enrichir leur catalogue pour pouvoir concurrencer les principaux acteurs du streaming en rachetant les franchises Marvel, Star Wars, National Geographic et la Fox, en leur créant des contenus originaux à ces derniers. Il faut dire que toutes ces licences ne sont plus vraiment disponibles ailleurs. Disney se réserve les droits sur leur diffusion, d'autant plus sur les plateformes de vidéos à la demande. On peut dire que Disney Plus propose un catalogue exceptionnel avec un contenu exclusif de qualité, notamment avec la franchise Marvel et sa saga de films de super-héros, le Marvel Cinematic Universe. Il y a aussi les films Pixar avec Toy Story et compagnie, les Lucasfilms avec Star Wars, Indiana Jones ou encore les futurs films en live action. Ces derniers n'existent nulle part ailleurs et Disney Plus a de solides bagages pour s'imposer face à la plateforme concurrente Netflix en termes de contenu. De plus, elle a repris petit à petit les œuvres et productions qu'elle avait vendues aux autres plateformes comme Netflix et Amazon notamment. En effet, les ruptures de contrat se sont faites en masse avec ces derniers pour reprendre possession de ces œuvres et de ces productions. Résultat, ces derniers ont pris la lourde décision de retirer tous leurs films de leur catalogue. En France, cela ne change pas grand-chose, mais c'est une lourde perte pour la version US qui proposait des dizaines de films cultes de notre enfance sur sa plateforme. Comme autre point,
Dans cette stratégie mise en place par Disney, nous pouvons prendre en compte le premier test qu'il a effectué avec Disney Life. En novembre 2015, Disney a lancé au Royaume-Uni son premier service de streaming autonome appelé Disney Life. Il donne accès à des films, des chansons, des épisodes télévisés et des livres, initialement pour environ 10 livres, environ 13 $ par mois. Il va utiliser ce service pour faire la promotion d'autres produits, à grand renfort de clips exclusifs. Il annonce de nouvelles sorties en salle et des rabais sont offerts aux abonnés dans les magasins Disney. Disney Life est peu connu des consommateurs en dehors du Royaume-Uni et des autres pays où il est offert, mais les dirigeants de Disney l'ont utilisé comme un laboratoire pour savoir ce que les abonnés voulaient et comment les retenir. Selon les dirigeants de Disney, le catalyseur, la motivation, de l'opération de rachat de BAMTech, la société gérant le streaming, a été l'expérience de streaming au Royaume-Uni qui a montré à l'entreprise qu'elle avait beaucoup à apprendre lorsqu'il s'agissait de gérer un service technique. Le point suivant que nous pouvons prendre en compte est la création de contenu original disponible uniquement sur la plateforme. Disney a besoin de séries et de films qui attirent l'attention afin de se constituer rapidement une base de données pour compenser la perte de revenus due au retrait de ces contenus de Netflix que nous venons de voir. L'entreprise avait affirmé dans un communiqué que Disney sera lancé en novembre avec plus de 25 séries originales et 10 films originaux et des documentaires. Par exemple, Disney a donné aux producteurs l'autorisation de créer une série à gros budget tirée de Star Wars qui court-circuite le cinéma et la télévision pour aller directement sur la plateforme de streaming. Pour ce faire, il propose des primes pour attirer les services de réalisateurs et de showrunners afin de travailler sur les offres dont ils pensent avoir besoin pour éloigner les clients de Netflix. Disney+ a donc des contenus exclusifs qui sont en cours de production, dont plusieurs séries sur des super-héros, mais aussi des séries sur Star Wars comme The Mandalorian qui a été diffusée à raison d'un épisode par semaine à partir du 12 novembre. Nous pouvons également remarquer que Disney+ a une clientèle bien ciblée. Malgré leurs plateformes très similaires, c'est un peu comme si Netflix et Disney ne se concurrençaient pas, ou du moins pas encore. En effet, Disney+ est bien plus tournée sur un usage familial, elle deviendra d'ailleurs certainement une plateforme de référence pour les enfants et sera le seul moyen pour les fans de sagas les plus connus de pouvoir accéder facilement à leur contenu. Il y a donc deux principales cibles pour Disney. Numéro 1, les familles. Disney+ a un positionnement ouvertement très familial, avec du contenu family-friendly, à l'inverse de Netflix, qui ne dispose pas vraiment de ligne éditoriale propre, mais qui se voit plutôt comme un grand supermarché qui propose des contenus variés pour que tous ses abonnés puissent s'y retrouver, ou encore Amazon Prime qui propose du contenu plus adressé aux adultes. Disney frappe un talon d'Achille de Netflix car en ciblant les familles, il cible également les enfants. Et comme beaucoup de services de streaming, Netflix est confronté à des abonnés qui s'inscrivent pour un mois, regardent une série entière, puis se désabonnent jusqu'à ce qu'ils viennent s'abonner à une autre. Alors qu'ici, les abonnés ayant des enfants sont souvent des clients sur la durée car ils regardent souvent les mêmes films et les mêmes émissions encore et encore. Deuxièmement, nous pouvons considérer les fans comme clientèle ciblée de Disney+. En effet, par ses nombreuses franchises extrêmement populaires qu'elle a rachetées comme nous l'avons vu, Disney dispose d'une énorme communauté de fans. En effet, les plus grands classiques et les sagas que possède Disney ayant les plus grandes communautés de fans, il paraît donc logique que cette clientèle soit un des cœurs de cible de Disney+, qui va donc prendre soin de créer des contenus très spécifiques pour eux, par le contenu original que nous venons de voir. Ce contenu original n'étant disponible que sur la plateforme, il incite ainsi les fans à s'abonner à Disney+ pour avoir accès à ce contenu. Dans cette dernière partie, nous allons voir les résultats de la stratégie de positionnement de Disney, plus le marché du streaming à l'avenir. Dans ce premier point, nous pouvons constater des débuts très encourageants. Disney a fait un super bon démarrage, que ce soit lors de son lancement aux États-Unis, mais aussi dans les autres pays. Disney a dépassé ses attentes en affirmant le mercredi 13 novembre 2019 avoir attiré 10 millions d'abonnés à sa plateforme de streaming 24 heures seulement après son lancement aux États-Unis, au Canada et aux Pays-Bas. Disney s'est félicité dans un communiqué d'une demande extraordinaire des consommateurs et avoir indiqué avoir atteint le chiffre remarquable de 10 millions d'inscriptions depuis le lancement. La plateforme a eu un énorme succès en France à sa sortie, notamment parce qu'elle est sortie en période de confinement causée par la pandémie de Covid-19. Cependant, Disney+ a eu un léger retard de sortie qui était prévu initialement le 31 mars 2020, qui est dû à la peur de la saturation du réseau Internet européen qui faisait face à un afflux de connexions des consommateurs selon le média Les Échos. On peut dire que c'est une arrivée de nature à bousculer le marché du streaming vidéo selon le magazine Stratégie. Disney a pris un départ canon. Moins de 6 mois après son lancement en Amérique du Nord et aux Pays-Bas, le 12 novembre dernier, le concurrent de Netflix a annoncé qu'il compte déjà 54,5 millions d'abonnés payants à travers le monde, soit une augmentation de plus de 100% par rapport aux 26,5 millions enregistrés
à la fin de l'année 2019. La croissance des abonnés a réellement décollé après le lancement du service de streaming sur plusieurs marchés européens à la fin du mois de mars. Mais à l'avenir, où va se placer Disney+? Tout d'abord, elle a un catalogue qui va devenir important et va concurrencer les plus grands. Pour pallier le manque de contenu frais pour le moment, Disney+ a décidé de reproduire sa stratégie américaine en France et diffuser les épisodes de sa série The Mandalorian de manière hebdomadaire. Ainsi, le catalogue de Disney+ se remplit toutes les semaines, et même si pour l'instant le catalogue n'est peut-être pas aussi fourni ou du même niveau que ses concurrents, avec le temps, beaucoup de contenu venu des franchises rachetées va être ajouté et Disney va vraiment venir se positionner dans le temps comme un gros acteur du streaming en venant concurrencer notamment Netflix le numéro 1. Car même si Netflix a racheté des créations qui fonctionnent bien, le processus de création originale n'est pas forcément du même niveau que Disney en termes de budget, d'équipe, de ressources, de savoir-faire, puisque Disney produit du contenu depuis presque un siècle. De plus, Netflix a davantage de contenu qui ne lui appartient pas produit directement par lui. Il a donc peu de production originale, Netflix, par rapport aux productions Disney. Néanmoins, il reste quelques obstacles à cette stratégie. En effet, Netflix a l'avantage d'être déjà bien implanté dans le marché, contenant des séries originales très populaires, un très grand catalogue qui se renouvelle en ajoutant du contenu exclusif toutes les semaines, ce qui permet de ne pas lasser le consommateur. De plus, par les précédents accords de droit signés par Disney avant de lancer sa plateforme, cette dernière risque de rencontrer des difficultés à récupérer l'intégralité de son contenu éparpillé. D'après le média Bloomberg, de gros hits comme les Marvel retourneront sur Netflix aux États-Unis en 2026, où ils étaient disponibles avant le lancement de Disney+. C'est l'une des problématiques les plus complexes de Disney. Comment gérer ses accords de distribution existants tout en gérant sa propre plateforme de streaming. Enfin, la chronologie des médias qui empêche les plateformes de SVOD de diffuser des films jusqu'à 36 mois après leur sortie en salle et les accords historiques entre Disney et Canal+, le service Disney+ ne sera pas forcément aussi complet dans l'Hexagone que dans d'autres pays. D'ailleurs, Canal a déjà annoncé la couleur avec son offre Disney+, qui, associée aux offres Canal Ciné-Série, fait du service français le seul endroit où tout le catalogue Disney sera disponible. Pour conclure, rappelons que nous avons essayé de montrer que Disney répond à sa stratégie d'expansion et de renouveau afin de conquérir le marché du streaming en lançant la plateforme de SVOD Disney+. Nous avons d'abord vu que la demande dans le secteur du streaming est aujourd'hui très importante, ce qui provoque la croissance rapide de son offre et qui a poussé Disney à développer une stratégie de repositionnement pour intégrer ce marché. Ainsi, nous avons ensuite montré que cette stratégie passait par plusieurs processus différents: la récupération des licences attribuées aux autres plateformes, mais aussi des nouvelles franchises, des premiers essais dans l'ombre, ainsi qu'une clientèle très bien ciblée permettant la création de contenus originaux. Nous avons montré par ailleurs comment ce repositionnement a eu un impact positif sur la consommation du streaming en général. Cette stratégie se prête bien aux habitudes de consommation des consommateurs lambda parce qu'elle facilite l'accès aux films et aux séries. Ainsi, on peut dire que cette stratégie de repositionnement a permis à Disney de capter des nouveaux clients fortement probablement venant de Netflix, mais aussi de maintenir sa cible habituelle, à savoir les familles, mais aussi les plus grands fans de cet univers ou de ces univers avec les autres franchises présentes. D'où les résultats positifs et rapides à la plateforme.